Bien, alors on va commencer par un petit rappel sur les éléments de marché des SCPI. Alors, vous savez que le marché des SCPI a un rythme de publication qui est pour l'essentiel au trimestre, parfois au semestre, selon les fonds. Et puis, on a aussi, donc nous, en fait, on a la particularité de travailler sur l'ensemble des rapports trimestriels, semestriels et annuels. Donc, on n'a pas encore les rapports annuels de l'année 2021, puisqu'ils ont été clôturés au 31 décembre, mais qui sont encore en cours d'édition. Par contre, on a travaillé et on travaille sur les trimestriels ou les semestriels, donc à la fin 2021, ce qui donne un aperçu, un début d'aperçu, on va dire, puisque dans les rapports annuels, on aura beaucoup plus d'informations. Ça fera l'objet d'un prochain webinaire. Alors, un petit rappel, en fait, notre marque de fabrique, c'est de fournir des informations à l'ensemble du marché. Donc, ça va se structurer autour de quels éléments. On a différents outils qu'on met à disposition sur le site deepinvest.fr. Notre boîte de rémunération est sous forme d'abonnement. Et donc, en fait, on va pouvoir, et vous verrez, on va pouvoir vous proposer différents outils, y compris de la souscription, qui peuvent être accessibles directement sur la plateforme. Alors, quelques éléments de marché pour garder les grandes idées en tête. On est quand même sur un marché des SCPI qui a très fortement progressé sur l'année 2021. Alors là, on vous a mis les principales SCPI. L'effet marquant, c'est que on finit par avoir maintenant des fonds qui sont de très grande taille, puisqu'on a pour la première fois trois SCPI qui ont dépassé les 4 milliards de capitalisation chacune. Pour ne pas les nommer, Épargne foncière, Primovie et Edissimo. Et on se retrouve à avoir 12 SCPI qui dépassent les 2 milliards de capitalisation, là aussi pour la première fois. Donc on est vraiment dans un marché qui est en phase de collecte très très importante. Et le pendant de ça, évidemment, c'est que si on a des SCPI qui finissent par avoir des grosses capitalisations, on a aussi des gestionnaires de fonds qui ont aussi dépassé les 8 milliards de capitalisation pour certains d'entre eux. Les trois premiers du marché, c'est Amundi, Primonial et La Française, qui se retrouvent à avoir des capitalisations bien largement supérieures à 8 milliards. On se retrouve maintenant, alors si on fait le top 10, c'est pas vraiment un top 10, mais on a 7 gestionnaires qui sont à plus de 4 milliards de capitalisation. Donc on est vraiment pas dans une course à la taille, mais on est dans un marché où il y a vraiment maintenant des acteurs très, très importants en termes de capitalisation. Et ceci étant, on a aussi dépassé plus de 200 SCPI. Donc, en fait, il y a encore quelques années, on était sur un marché qui était extrêmement structuré autour de quelques acteurs et de quelques fonds. Et on se retrouve maintenant à avoir en fait une multitude d'intervenants et donc c'est vrai que le travail de CGP est forcément un peu plus complexifié que ce qu'il était précédemment, parce que quand vous avez un peu plus de 200 fonds, vous ne pouvez plus vous contenter de présenter simplement 10 ou 15 SCPI, comme c'est ce qui se faisait le plus souvent. Et il va falloir apporter à vos clients de la diversité. Alors, c'est intéressant parce que vous pouvez vraiment diversifier les investissements et aller chercher des niches ou éventuellement des vaisseaux un peu amiraux en termes de capitalisation. Et c'est notre fonds de commerce à nous chez Deep Invest, c'est justement de vous apporter cette info pour que vous puissiez effectivement trier et regarder à l'intérieur de tout ce marché ce qui peut être pertinent pour vos clients. En termes de capitalisation par rapport au fonds, alors on a listé en fait le top 10 de celles qui ont le plus collecté, mais attention à l'épargne foncière, parce que l'épargne foncière en fait a beaucoup collecté cette année, mais c'est le résultat en fait de la fusion de plusieurs. C'est pour ça qu'elle sort en premier dans la liste. Par contre, Primovie et Pierre Val Santé sont vraiment les deux SCPI qui ont collecté énormément. Alors, le Covid y est pour beaucoup. On a aussi tout un tas d'autres acteurs qui sont à plus de 200 millions de collectes sur l'année. Donc, c'est quand même des collectes très, très importantes pour le marché des SCPI. On a un sujet que le marché va devoir adresser, c'est qu'est-ce qui est issu de la souscription directe et qu'est-ce qui est issu de l'assurance vie. Parce que clairement, un associé qui achète des parts en assurance vie et un associé qui achète des parts en direct, il va y avoir un seuil et un niveau d'implication qui sont différents dans ces sociétés. Et donc ça, c'est quand même une thématique qu'on n'arrive pas encore à adresser sur le marché, mais qui est vraiment intéressante et importante.
Alors, évidemment, pour structurer, c'est tout le bénéfice de nos indicateurs, puisqu'on propose deux indicateurs, de scoring, en fait, qui permettent de profiler les SCPI les unes par rapport aux autres. Donc, dans ce marché, on a, nous, deux indicateurs, donc le DIPT Index financier et le DIPT Index durable. Le premier servant à structurer et analyser la performance financière de tous les fonds, les uns avec les autres, et le deuxième servant, la performance durable, servant à adresser la performance vis-à-vis des critères E, S et G, et l'exposition du patrimoine immobilier aux risques liés à l'environnement direct. Et donc, ben voilà, ça permet, nos algorithmes vous permettent en fait de filtrer le marché, alors non pas pour choisir simplement les 10 premières, mais pour voir en fait les forces et les faiblesses de chacun des fonds sur le marché, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez avoir des fonds qui vont être un peu plus à risque, mais en fonction des allocations que vous voulez faire pour vos clients, ben, vous pouvez aller piocher et chercher les informations à l'algorithmie. Et puis, bien voilà, donc vous voyez, on a Élisée Pierre aujourd'hui qui est venu, qui va normalement pouvoir se connecter à un moment ou à un autre dans cette présentation. Et Élisée Pierre, en fait, c'est le fonds de HSBC qui est dans la moyenne par rapport à la performance de durabilité, la performance de durabilité de l'ensemble du marché qui est quand même pas extraordinaire, hein. On va pas non plus se voiler la face, mais qui est en progression avec toutes les démarches de labellisation. Et puis ils ont une performance financière qui est plutôt très bonne par rapport à l'ensemble du marché. Ça, c'était pour dresser un peu le panorama global. Donc, on se retrouve sur un marché qui est toujours en pleine croissance des SCPI, avec des perspectives 2022 qui semblent être tout aussi bonnes, avec la thématique de la reprise de l'inflation qui devrait favoriser les investissements immobiliers. Alors après, il faut toujours faire attention puisqu'on a aussi la contrainte et le point d'attention qui peut intervenir sur les taux d'intérêt, et puis le fait que les prix, effectivement, en France restent quand même relativement élevés. Et donc tout ça nous fait dire que c'est toute la problématique du jour, à savoir comment est-ce que les SCPI bureaux elles vont se positionner dans ce contexte, et est-ce qu'elles ont, ça a toujours été en fait, on va dire, le moteur de référence des SCPI qui ont massivement investi par le passé dans les bureaux. Est-ce que ça peut rester encore et toujours d'actualité? Alors, pour répondre à ces éléments, on va recommencer par poser deux, trois faits et chiffres sur le marché des bureaux. Alors, on a été voir quelques références sur le marché, parce que nous, on ne va pas suivre l'intégralité du marché des bureaux, par exemple, mais on a été prendre des informations, par exemple, chez nos collègues de BNP Paribas Real Estate qui suivent ces placements. Qu'est-ce qu'on peut se rendre compte? En 2021, on a eu un peu plus de 1,8 million de mètres carrés qui ont été placés. C'était 1,4 million en 2020. Donc, il y a une augmentation très forte de la demande qui est placée. Et par rapport à l'offre immédiate, donc c'est les mètres carrés qui sont disponibles, ça a aussi augmenté de 10%. Donc globalement, la demande est là, l'offre aussi. Et alors mécaniquement, comme il y a eu une offre qui a été un peu plus importante que ce qui a été précédemment, bien forcément le taux de vacances a augmenté. On est passé à 7,4 en 2021. Alors ça, c'est des éléments un peu, on va dire, macro-marché. Après, si on regarde dans le détail, par secteur. Alors, on n'a pas les éléments pour toute la France ni pour toute l'Europe, malheureusement. Donc, on a pu récupérer des informations exclusivement pour l'Île-de-France. Et vous voyez que les fortunes sont assez diverses, avec une réelle dynamique toujours sur le quartier central des affaires, le QCA sur Paris, et avec des dynamiques qui sont très diverses selon les secteurs et les segments qu'on adresse. La défense étant un entre-deux, avec une demande qui n'arrive pas toujours forcément à être placée. Si on regarde un petit peu dans les régions, on a quelques éléments, pas sur l'ensemble, mais sur les principales villes quand même, on arrive à récupérer certaines informations. On a deux villes qui dominent clairement les débats en dehors de l'Île-de-France, c'est les villes de Lyon et de
et de Lille. Dans ces deux villes, on a eu une très forte augmentation. Alors sur Lille, si on regarde sur Lille où les placements ont été très substantiels cette année, c'est essentiellement dû à des secteurs vraiment spécifiques qui ont été livrés, comme par exemple Villeneuve-d'Ascq, qui a été un secteur où il y a eu beaucoup de livraisons de surface disponibles. Alors, la grande thématique sur le marché des bureaux, c'est effectivement le télétravail et l'impact du télétravail. Alors, on n'a pas de mesures chez nous qui nous permettent de suivre tout ça. Donc, c'est aussi pour ça qu'on peut donner des éléments et qu'on a été chercher des éléments chez la DARES qui suit l'évolution du télétravail depuis la crise du Covid. Donc, ce qu'on voit dans le graphique, en gros, la partie rouge, c'était de tous les salariés qui étaient en télétravail toute la semaine. Et donc, on voit que cette portion est en train de se réduire très, très substantiellement, hein, parce que novembre 2020, c'était la dernière grosse période de télétravail entre guillemets forcé. On voit clairement que c'est en train de se réduire à portion congrue. Ceci étant, on a une vraie mutation du marché, puisque le télétravail est quand même vraiment en train d'entrer dans les mœurs, avec un rythme qui est plutôt situé quelque part entre 2 et 4 jours. Et donc, en fait, la DARES, elle, présuppose que ceci devrait avoir un impact sur les besoins en mètres carrés qui devraient évoluer avec toutes les conditions et toutes les précautions d'usage. Ça devrait avoir un impact autour de 20% sur les bureaux, sur la demande de bureaux et sur les surfaces louées. Comment est-ce qu'ils obtiennent ces éléments? Nous, on n'a pas trouvé c'est toujours la prédiction dans les périodes actuelles, sont quand même à prendre avec beaucoup de précautions, parce que c'est vrai qu'on a quand même énormément d'inconnus. Ce qu'on constate, et c'est ce qu'on va pouvoir commencer à mettre en évidence, qu'est-ce qui se passe sur le marché des SCPI de bureaux sur les dernières années. Alors, on n'a pas encore tous les chiffres pour 2021, c'est pour ça qu'on ne va pas pouvoir vous en parler aussi précisément, puisqu'en fait, nous, on travaille à la fois sur, comme je le précisais tout à l'heure, les rapports trimestriels, semestriels, mais aussi les annuels, et c'est dans les annuels où on a vraiment des informations fines sur le patrimoine des SCPI, et c'est à partir de ces éléments-là qu'on va essentiellement pouvoir tirer des éléments de conjoncture. Donc, on est encore un petit peu tôt dans la partie. On a quand même les éléments sur l'année 2020 qui peuvent quand même nous renseigner. Alors, j'ai une remarque sur un son qui ne serait pas extraordinaire. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Est-ce que vous avez des soucis à nous entendre? Moi, ça va. Ok. Bon. Très bien. Écoutez, on continue comme ça. Si vous avez besoin que je reprécise certains éléments, n'hésitez pas, avec plaisir. Donc, nous, on s'est intéressé en fait aux SCPI, parce que vous savez que dans les SCPI, il y en a qui vont être spécialisés sur un segment, et puis d'autres qui vont être un peu plus diversifiés. Donc, on a identifié, il y a sur les 90 SCPI de rendement que compte le marché, 99 SCPI de rendement que compte le marché, il y en a 39 qui sont très, très majoritairement exclusivement, ou quasiment exclusivement, ou au moins à plus de 80% constitués de bureaux. Et donc, dans ces éléments-là, ce qui était intéressant de regarder, c'est la dynamique qu'il y avait sur ces SCPI. Globalement, sur le portefeuille, et ce qu'on a pu évaluer, c'est qu'il y a au global une valeur totale des actifs de bureaux qui est évaluée à 49 milliards sur l'ensemble du marché, qui était à la fin 2020 à un peu plus de 60. Donc, vous voyez que globalement, c'est une majorité vraiment écrasante qui sont représentées par ces SCPI. Les tendances à l'intérieur de ça, où est-ce que les patrimoines sont investis? Donc, vous voyez que sur l'image de gauche, maintenant, on finit par avoir du patrimoine investi dans énormément de pays dans le monde. Alors, c'est pour ça qu'on a une carte très large. Alors, bon, il y a eu un investissement, pour être tout à fait clair, au Canada. Et puis, il y a des investissements qui sont faits sur le petit point en bas à droite dans l'océan Indien.
c'est pas l'île Maurice, mais c'est l'île de la Réunion. Voilà, c'est pour ça qu'on a un focus très large. Ceci étant, l'essentiel des investissements se fait quand même dans la zone Europe. Et là, vous avez en fait les actifs purement de bureaux qui sont en zone Europe. Donc, vous voyez très clairement que la France est très largement représentée et qu'on a un débordement qui se fait très progressivement par les pays limitrophes avec une grosse présence des SCPI en Allemagne. C'est confère le webinaire qu'on a fait le mois dernier sur les SCPI européennes. Donc, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique et puis l'Irlande et puis le Royaume-Uni qui représentent vraiment les pays importants en termes d'investissement de bureaux en SCPI. Après, il était intéressant de voir quelle était la dynamique qui était en œuvre sur le marché. Alors, c'est ce que représentent ces cartes. Donc, celle de gauche, c'était les investissements qui se sont faits dans du patrimoine de bureaux en 2018, investissement en 2019 et investissement en 2020. Qu'est-ce qu'il en ressort? Globalement, il n'y a pas eu un impact en termes de le Covid. La crise Covid n'a pas eu un impact sur les investissements qui sont réalisés. Il y a eu un élargissement de la demande, c'est ce qu'on vous expliquait sur 2020. Alors, il sera intéressant de regarder sur 2021, puisque ça sera la vraie année où on aura eu l'impact, mais les premiers signes ne montrent pas qu'il y a eu une inversion des investissements, puisque en plus la collecte a été très forte sur l'année 2021, donc de toute façon, les fonds vont devoir placer ce patrimoine et donc les investissements vont suivre forcément cette collecte. Dans le détail, qu'est-ce qu'on regarde? Quels sont les SCPI de bureau qui sont les plus importantes? Alors, on les a classées par capitalisation. Donc, vous voyez, on a deux bancaires, Edissimo et Rivoli Avenir Patrimoine, qui trustent les premières places, mais on a après du Primo Pierre aussi qui sont bien placés. Élysée Pierre, dont j'espère qu'on aura les intervenants qui vont se connecter un petit peu plus tard. Élysée Pierre, on est là aussi à un peu plus de 2 milliards, donc on est quand même sur des fonds qui sont assez massifs. Donc ça veut dire que c'est des vaisseaux aussi qui bougent doucement. Et c'est ça qui est intéressant de regarder et d'avoir dans ces investissements-là, sur ces fonds-là, c'est que globalement, c'est des fonds qui n'ont pas radicalement changé leur stratégie d'investissement ni leur politique de manière trop rapide. Et c'est ça aussi que se retrouve pour l'investisseur, c'est-à-dire que l'investisseur, globalement, c'est des fonds qui sont quand même, on va dire, un peu des valeurs défensives. Si jamais il y a des risques de marché, globalement, ça se passe plutôt bien. On a ici fait les tendances. Alors là, ce coup-ci, on a toutes les informations sur les... Alors, ce n'est pas forcément le meilleur indicateur, le fameux TDVM, le taux de distribution sur valeur de marché. C'est un des indicateurs qui est utilisé pour mettre en évidence une forme de rentabilité. Donc, c'est la capacité à distribuer de la SCPI du dividende par rapport à la valeur de ses parts. Donc, on a fait des tendances. Hein. L'idée, ce n'était pas d'avoir... mais globalement, on a des SCPI qui ont des taux de distribution qui n'ont pas radicalement évolué, à part Primo Pierre qui a eu un petit accès entre 2019 et 2020, mais sur les tendances, on est quand même il n'y a pas eu de changement radical dans les taux de distribution qui ont été proposés, et quelque part, le Covid n'a pas eu un impact extraordinaire sur ces fonds, ce qui confirme globalement que l'ensemble du marché a passé la crise sans trop de difficultés, et donc les SCPI de bureau, évidemment, comme elles représentent une grosse partie du marché, elles donnent le là. Qu'est-ce qu'on voit sur le taux d'occupation financier? On a quand même là une baisse qui est un petit peu tendancielle. Alors, cette baisse tendancielle, il faut faire attention sur cette baisse tendancielle parce qu'on passe de 90 en moyenne marché à 86. Donc, il y a une baisse, mais c'est pas non plus, on n'a pas perdu 10 points de capacité de taux d'occupation. Alors, derrière, on a aussi, là, sur l'année 2021, il va falloir qu'on surveille 2021-2022, puisqu'on a eu un changement
de calcul des indicateurs. Les taux d'occupation maintenant vont neutraliser les franchises. C'est pour ça que on a certaines SCPI qui sont un peu plus impactées que d'autres. Et puis il faut quand même garder en tête, c'est un peu trop tôt pour vraiment tirer des conclusions sur cette partie-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut revenir à la base. En fait, les SCPI, quand elles remplissent leur patrimoine, eh bien, elles remplissent ce patrimoine avec des baux qui vont avoir une durée, c'est-à-dire qu'il y a un engagement de la part des preneurs, des locataires, pour prendre les locaux sur une certaine durée. Et donc, en fait, c'est beau, sauf s'il y avait eu des faillites de la part des locataires, mais sinon, globalement, ils ne peuvent pas sortir comme ça aussi rapidement. Et c'est pour ça que l'année 2000, les chiffres de 2021 et à regarder aussi ce qui va se passer sur 2022, puisqu'on va vraiment avoir là, en fait, peut-être vraiment l'impact de la crise Covid qui pourrait éventuellement se matérialiser, à la fois si le télétravail et les conséquences du télétravail se matérialisent, et puis s'il y a tout le monde était un peu sous perfusion pendant l'année 2021 avec toutes les aides d'État, si là les aides d'État sont maintenant débranchées, eh bien on va voir ce qui va se passer au niveau du marché locatif. Et donc, les TOF sont à regarder de près sur cette partie-là. D'autres informations, ce qui intéresse beaucoup les investisseurs, c'est la capacité à distribuer du dividende. Alors, on a Élisée Pierre là qui plafonne et on a l'impression que ça a été augmenté par 2, mais en fait, c'est parce qu'il publie maintenant au semestre. Donc, en fait, c'est pour ça, par rapport aux autres qui publient au trimestre, comme il publie au semestre, le dividende versé est 2 fois plus important, mais en fait, parce que la photo est 2 fois moins fréquente. Donc, globalement, leur taux le dividende est resté stable sur Élisée Pierre sur les quelques dernières années. Et c'est aussi ce qu'on voit globalement sur l'ensemble du marché, puisque les tendances, alors à part quelques-unes qui ont un petit peu fluctué, mais au global, on se retrouve quand même à avoir une relative stabilité de tout ça. Alors, c'est quand même un indicateur de rentabilité intéressante, évidemment, pour les investisseurs, mais ça veut dire aussi qu'il y a quand même une confiance dans des gestionnaires dans leur modèle, puisqu'ils n'ont pas été... ils ont eu une petite crainte au niveau du Covid, c'est ce qu'on voit sur l'année 2020, mais que globalement, tout ça est rentré dans l'ordre et qu'il n'y a pas eu de catastrophe comme ce qu'on pouvait le craindre. Alors, conclusion, eh bien, de quoi on se rend compte? Eh bien, on se rend compte que, en fait, globalement, le marché des bureaux, pour le moment, n'a pas été impacté par la crise du Covid. Les grands changements sont peut-être à venir, mais que, au bout du compte, dans les chiffres qu'on a jusqu'à présent disponibles, il n'y a pas eu de changement, vraiment brutaux sur cette partie-là. On a des inconnus encore, parce qu'on ne sait pas exactement ce qui va se dérouler. Mais voilà, après, il y a toute la thématique de voir comment tout ça va se mettre en train, si ça se met en train ou pas forcément.